On va désormais laisser la parole au dernier des invités, Pierre-Yves Rougeron, un intellectuel influent. Ses pensées sont très influentes dans les milieux souverainistes, patriotes. Vous êtes directeur des éditions Perspectives Libres, également le président fondateur du Cercle Aristote, et vous intervenez souvent sur le thème de la souveraineté et de l'État. Ça tombe bien, on vous a fait venir pour ça. Et on vous laisse tout de suite la parole. J'ai horreur de faire deux fois la même conf, donc je vais essayer de prendre mes recherches un peu à rebrousse-poil en vous disant que si crise il y a, c'est pas une crise de l'État. Et donc on va dévier assez vite pour revenir sur la souveraineté, sur la crise majeure des sociétés occidentales. Je vais, juste avant d'entrer dans ma démonstration, je vais vous raconter une petite anecdote très récente. J'ai été pris à partie sur Twitter par une officine pleurnicharde quelconque, dont je n'ai pas l'honneur de me rappeler le nom, sur machin, gna gna gna, Poutine, vous êtes des suppôts de Poutine. J'étais pas tombé sur un créatif. J'étais pas tombé sur un créatif. Ah oui, voilà, c'était le fameux think tank euro-mondialiste extrêmement puissant, vu que c'est vous qui le payez, qui part de Norma Sud, qui s'appelle le Grand Continent, qui est un truc qui est entièrement fait à vos frais. Donc lisez-les quand même, parce que c'est quand même beaucoup proposé. Et là, ils viennent de dire, ils venaient de sortir un plan très 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 secret, parce qu'ils l'avaient trouvé sur le site du Kremlin, et que Poutine voulait mettre derrière lui tous les pays qui ne nous supportaient, qui ne supportaient plus l'ordre occidental, et qui voulaient donc évidemment renverser la table. Et c'est très très secret, mais coup de bol, ils l'ont trouvé pour vous, hein, et en plus avec votre argent, comme quoi du producteur au consommateur, il n'y a qu'un peu. Et je ne sais pas pourquoi, je voulais entrer en conversation de manière suave et délicate, et je leur ai dit, pensez-vous sincèrement qu'il faille des plans du Kremlin pour que plus personne ne puisse vous blairer? Et bien malheureusement, c'est vrai, c'est pourquoi, alors que l'humanité aujourd'hui face aux mêmes questions, quels enfants allons-nous laisser à ce monde? Quel monde géologique, physique allons-nous laisser à nos enfants? Quelle sera la transmission culturelle si nos formes culturelles, qu'on soit japonais, bolivien, français ou inuit, peuvent être mimées par une machine? Qu'est-ce qui fait l'homme si on peut très bien se passer de nous? D'ailleurs, aujourd'hui, il y a la religion de l'homme en trop, ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire l'homme est une infirmité, nous vous proposons de le changer et de nous en débarrasser. La Picousse fut grande et Laurent Alexandre fut son prophète, verset sourate. Donc, l'humanité est face entièrement à ça. Et comment ça se fait que, néanmoins, le monde entier semble pouvoir avoir ces échanges interculturels, et il y a au milieu les Occidentaux qui apparaissent, je suis navré de le dire, comme une force de dégénérescence. Je suis désolé. Je vais vous donner un exemple très précis. Moi, pour des raisons personnelles, je ne voulais pas participer il y a quelques années à l'opposition pour le pourtoussisme. Vous vous rappelez du fameux pourtoussisme, le mariage pourtoussisme, d'ailleurs maintenant c'est la GPA pourtoussisme, tout est pourtoussisme. Et un jour, le cortège étant passé sous mes fenêtres, mon épouse me dit, tiens, vous manifestez, nous Cambodgiens on le fait peu, ils peuvent le faire, mais on le fait peu, pourquoi ils manifestent tous ces gens? Et là, je lui explique ce qu'est le pourtoussisme d'une société avancée, les droits de l'homme, tout ça, donc l'évangile selon Benoît Hamon, tout ça. Et là, horrifié, il me dit, ah donc vous allez leur donner des enfants en plus. Mettez Godas, on y va. Et donc on a tenté de rattraper comme on a pu le circuit de la manif pour tous. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le cortège pour la première fois. Mais en reparlant avec elle, en reparlant avec une partie de ma belle famille,
je me suis rendu compte d'une vraie révolution géopolitique dont personne ne veut parler. Depuis le XVIIIe siècle, l'Occident a été admiré, craint, copié, envié, mais jamais nous n'avons inspiré le dégoût et la pitié. Aujourd'hui, c'est largement chose faite. Question. À cause de quoi? Comment? Alors peut-être qu'on peut se dire que la forme État est-elle périmée avec la fameuse mondialisation? Ben, je me permets de m'inscrire en faux. La forme État triomphe. Je vous rappelle que les grandes puissances émergentes sont des modèles étatiques et d'États nationaux. C'est les États post-nationaux qui déclinent. C'est les États multiculti qui déclinent. C'est cette dilatation de l'ancien désordre colonial qui est aujourd'hui ce que certains ont appelé nouvel ordre mondial mais qui porte le nom de mondialisme, qui décline. Juste un chiffre. Je vous rappelle que les États-Unis à eux seuls pesaient 50% du PIB mondial en 1945 et qu'aujourd'hui c'est une puissance largement dépendante. Et si vous ne me croyez pas, je vous conseille une toute petite photo éducative pour faire l'écho et l'hommage à mes deux camarades pour lesquels ils savent tous les deux la considération intellectuelle que je porte. Je vous conseille de voir une photo de l'équipe de mathématiques américaine qui a combattu l'équipe chinoise. Croyez-moi, vous aurez du mal à les différencier. Heureusement, il y a un petit drapeau là, ça vous dit dans qui et dans l'équipe de qui. Donc, vous voyez, la forme étatique triomphe, et elle triomphe pour une raison qui est tout à fait logique. Alors, on vous dit la grande religion, la mondialisation, qui était heureuse. Maintenant, il y a la mondialisation tout court. C'est-à-dire, bon, elle ne fut pas heureuse, mais vous n'avez pas le choix. Ça, c'est le passage à la main de Jacques Attali. Vous voyez, d'abord elle est heureuse, et après, elle n'est pas heureuse, mais bouclez-la quand même. Donc, or, le problème, c'est que des phases de mondialisation, l'humanité en a déjà connu 3 précédentes. Elles se sont passées comment? Tout à peu près de la même manière, si vous schématisez. Il y a d'abord un affaiblissement des formes politiques. Je vais revenir sur le terme forme politique, mais sachez que l'État en est une. Ensuite, autour le bien de ce que certains appelleront des classes dirigeantes, des oligarchies, ce que vous voulez. Le principe oligarchique est un principe constant du fait de la condition politique, et par le biais de groupes sociaux qui vont particulièrement passer à la caisse, avant d'encaisser les coups, sous les coups des États qui vont se réadapter, parce que qu'est-ce que c'est un État? C'est l'organe incarné de la philosophie de la survie collective. Donc c'est une forme d'adaptation. Et ensuite, ces classes vont disparaître. Souvent d'ailleurs de manière tragique pour certains. Je vous donne des exemples. Qu'est-il arrivé aux marchands phéniciens quand Rome a pris la Méditerranée? Qu'est-il arrivé aux marchands de bois d'ébène qui ont été, été écartés du développement de la France? Je vous rappelle que, contrairement à des légendes décoloniales, le trafic triangulaire affaiblit la France. Et d'ailleurs, toutes les zones qui l'ont pratiqué, La Rochelle, Nantes, sont-elles les zones de la révolution industrielle? Non, ce sont les zones qui l'ont souvent fait le plus tard. La révolution industrielle en France, elle commence dans l'Est. Et là, il n'y a pas d'esclaves. Désolé, et il n'y a pas le fameux fer algérien qui aurait servi à faire la Tour Eiffel. Non, c'est du fer de Lorraine. Raté. Caramba, encore raté. Mais, et que sont devenus les barons fous de l'Amérique de la fin du XIXe siècle? À quelques exceptions près qui ont su retirer leur billet à temps, ils ont été décarrés par le rooseveltisme, au niveau étatique. Eh bien, je pense qu'une part des mondialistes occidentaux commencent à sentir le coup près, parce que rien ne justifierait, sauf un stress vital, l'hystérie dont ils font preuve.
regardez-les. Regardez comment on peut mettre des autorités à genoux aujourd'hui assez facilement. Donc, si ce n'est pas la forme étatique qui est en crise, qu'est-ce qui est en crise? Là, je vais prendre une grille de lecture que j'emprunte à un homme pour qui j'ai une immense considération intellectuelle comme historien, qui est Arnaud Tessier, qui est un des grands historiens, alors, historien biographe. Je vous recommande particulièrement cette biographie de Richelieu, parce qu'elle remet Richelieu comme théologien, ce qui est quand même assez rarement fait, mais surtout très grand historien du gaullisme, et donc, entre autres, de l'année 1969, qui est une des années où la France va basculer. Mais va basculer comment? On oublie la vision que le général de Gaulle en avait. Il le dit lui-même, la société s'est vengée de l'État. Et en réalité, le néolibéralisme, c'est ça. C'est quand la société se venge de la forme politique. Et malheureusement, la France a été archétypale là-dessus, mais malheureusement, tout l'Occident y est passé. Juste un petit point technique pour que vous compreniez bien ce qui reste de mon discours. Il y a des formes politiques, État, enfin, la cité, l'État, l'Empire, d'accord? Il y a des formes sociales, la nation ou l'archipélisation, aussi appelé multiculturalisme, c'est le même tarif. Et il y a des sources de pouvoir. Par exemple, le pouvoir peut être républicain, pas dans le sens français, dans le sens classique. C'est-à-dire que le pouvoir est chose de tous, ou le pouvoir est tyrannique. Le pouvoir est la chose privée de quelqu'un. Gardez ça en tête, ça va nous servir. Alors, question, qu'est-ce qui explique nos crises de société? Vous avez des facteurs qui englobent tout l'Occident. Vous les connaissez, je ne vais pas y revenir. Il y a l'état de la forme capitale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes face à un capitalisme de type libre-échangiste, hédoniste et jouisseur, dont le modèle est l'adolescent, donc le pouvoir d'achat de l'adulte et l'absence de verticalité dans la maîtrise de son désir qui fait de lui un grand gamin qui consomme pour se sentir bien. Regardez autour de vous. Vous avez une autre forme barbare qui est l'état technique. Aujourd'hui, pourquoi certaines personnes veulent, je ne sais pas, des chimères? Elles ont été brevetées, ça y est, c'est fait. Ni homme ni animal. Pourquoi vous le faites? 90%, c'est ce qu'ils vont vous répondre. Mais parce qu'on peut le faire. Il n'y a pas d'autre raison. Vous voyez? Parce que pour eux, comme la technique définit le possible, elle définit le souhaitable. Et comme ils n'ont pas ce que certains ont appelé common decency dans le temps, comme ils n'ont même pas de conscience de ce qui est réellement souhaitable pour l'être collectif, pour eux, si la science le peut, oh ben oui, vous l'avez vu pendant le Covid. Ah mais si on peut. Donc on le fait. Toute la morale transhumaniste, c'est ça. À un moment, tu dis, c'est pas bien dans une société civilisée de dire qu'il y a des dieux et des inutiles. Si, la preuve, ça se fait, je le fais. Je peux me l'accorder. Mais ça, c'est tout l'Occident. Même chose pour la crise religieuse, c'est tout l'Occident. Là, vous êtes face au wokisme. Jean-François Bronstein a bien défini le moment où nous sommes. C'est quoi le wokisme? C'est la décomposition, au sens de la décomposition d'un cadavre, de l'ancien protestantisme majoritaire. Mais tout comme un certain catholicisme de gauche, le pire de l'Église, je le dis en tant que catholique, en tant qu'historien, je vous dis que le christianisme de gauche, c'est rien de pire. Parce que le pire de l'Église associé au pire du socialisme, ça vous donne quand même une intelligentsia gauchiste parfumée à l'eau bénite. Alors le gauchiste de sacristie, il n'y a rien de pire. J'ai quelques noms en tête, mais j'ai déjà trop de papier bleu d'avocat dans ma... Donc, je vous laisse la responsabilité de vos propos parce que j'ai déjà l'agenda judiciaire chargé. Donc, leur question, qu'est-ce qui est spécifiquement français dans notre crise de civilisation? Je me permets quelques esquisses et nous pourrons en reparler. Il y a des choses strictement françaises dans ce qui nous arrive. Et c'est sur celle-là où nous pouvons nous corriger. Les autres, j'y viendrai en troisième partie, c'est malheureusement, que l'Occident a fait le choix, non pas de la volonté politique, mais des forces barbares. Bon, la démographie,
la géopolitique, eh bien, quand vous faites le choix des forces barbares, eh bien, qui ouvre la porte du saloon avec les pieds, se la prend, hein, vous connaissez la suite. Donc, le problème, c'est qu'est-ce qui est spécifiquement français? À mon sens, deux choses. Le centre de la pensée politique française d'un point de vue classe sociale, historiquement, c'est terrible à dire, mais c'est la figure du petit bourgeois. Pas du grand bourgeois, du petit bourgeois. Ce n'est pas du tout méprisant. C'est petit bourgeois au sens de classe sociale du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui est écrasé par les codes de l'ancienne aristocratie, qui ont fait toute la société de l'honneur, qui a structuré la France jusque dans les années 70, compris, et un génie populaire qui lui est rétif. Pour preuve, c'est quoi l'art français par excellence? Ce qui nous caractérise par rapport à tous les autres Européens. Pardon? Non, non, non. L'art. Quelle est la forme d'art où l'âme française s'exprime le plus? La littérature. Citez-moi 3 écrivains bourgeois, au sens strict du terme. Le plus grand, ça c'est facile, c'est Flaubert. Citez-moi 2 autres. Proust. Balzac, anti-bourgeois. Balzac, la comédie humaine est un hymne à la détestation de la bourgeoisie française. Léon Blois. Vous voyez, Morand, donc déjà on descend en un étage, et ça termine à quoi? Ça termine à Dormesson. Bon, vous voyez, alors le problème, c'est que, ça c'est un fait historique sur lequel je travaille, c'est que c'est pas du tout pour l'accabler, vous comprenez bien, c'est que toutes les petites bourgeoisies européennes ont trouvé leur place. La petite bourgeoisie italienne, elle a pris les entreprises parce qu'elle a pris la place des grandes familles structurantes. Ou souvent, elle en faisait elle-même partie. Le petit bourgeois allemand, il a pris la place des anciens seigneurs féodaux, qui ont quasiment tous disparu. L'un des pays qui l'a le mieux géré, c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, elle aura créé une chambre, qui est la chambre historiquement des communes, et après, elle les a laissés, goutte à goutte, prendre les lords. Nous, ils n'ont jamais trouvé de place symbolique. C'est pour ça d'ailleurs que la bourgeoisie française change d'idéologie en termes tous les 40 ans. Elle a aimé l'industrie, la religion de l'industrie, excellents travaux de Musso, que je recommande. Elle a aimé la révolution, elle a aimé la nation, principalement de l'ornière du 19e et du 20e siècle, et malheureusement ensuite, elle a pris de plein fouet ce que Max Gallo a appelé la grande crise nationale des années 20. Et elle a pris la détestation de la France, qui est devenu un mouvement culturel qui malheureusement a créé des déracinés à échelle industrielle, et qui en pourrissant a créé d'abord le gauchisme, puis les années fric, et aujourd'hui, l'acmé de tout ça, le giscardisme cocaïno-festif, revient. Bah oui, désolé, je n'accuse personne de quoi que ce soit. C'est bien clair. Mais ça, c'est strictement français, c'est la décomposition d'une classe dirigeante, issue d'une grande crise qui est la crise des années 20 que nous n'avons toujours pas cautérisée. Ce n'est pas uniquement la crise de 14. Je sais que, bien évidemment, c'est l'élément qui fait saigner plus le cœur. Mais en réalité, l'élite française commence à s'effondrer bien avant. Elle a 3 chocs structurants, 1815, 1870, 1940, où elle divorce avec la France de manière par degrés. Alors je vous le dis tout de suite, il y a une des 3 qui est une illusion, c'est 1815. Parce que beaucoup ont cru que la France allait dominer le monde. En réalité, la France perd face à l'Angleterre des siècles plus tôt. Pour des raisons, ça nous emmènerait trop loin. Or, le problème, c'est qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, face à une élite qui s'est défrancisée depuis si longtemps et qui aujourd'hui assume enfin, parce qu'elle n'a pas uniquement une détestation métaphorique, métahistorique de la France, tel que Jean-François en a très bien parlé d'ailleurs, mais ils ont aussi ce que j'appellerais, un peu comme les terroristes au couteau sont ce qu'on appelle du terrorisme atomique, atome contre atome, ils ont une détestation atomique de la France. Ils détestent la France dans chacune de ses cellules. Pourquoi? Très difficile de répondre à cette question, mais par exemple l'œuvre d'Emmanuel Todd nous donne
quelques biais là-dessus. En réalité, ils détestent le tempérament égalitaire des Français, ils détestent leur manière de voir le monde, ils ont honte de nous, ils nous détestent profondément. Or, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont, pendant 2 siècles, essayer de s'inventer autre chose. Lisez Georges-Henri Soutou sur Europe 1, tous ces mythes européens qui sont létaux pour la France, de tous ces gens qui auraient voulu être allemands, ou qui auraient voulu être anglais, et qui aujourd'hui rêveraient d'être américains, et qui demain se feront brider les yeux si c'est nécessaire. Rappelez-vous cette phrase dans le taxi de Tobrouk. Mon père, il a l'obéissance dans le sang. Si les mandarins débarquaient, si les Chinois débarquaient, ils se feraient mandarins. Si les Africains arrivent, ils se mettraient un os dans le nez. Si les Grecs, bon, parlons d'autre chose. Mais vous voyez, c'est ça, ce caractère-là. Et quand la bourgeoisie se réunifie autour de cet idéal francophobe, ça peut vous donner Vichy, mais ça vous donne Macron aussi. C'est la même chose. C'est la même chose. Enfin, on va pouvoir, comme disait un des fils de cette bourgeoisie décadente qui est M. Marc-Édouard Nab, enfin va-t-on, je cite, pouvoir se débarrasser de ce pays pourri. Voilà. Et le gauchisme de haine, c'est ça. Le wokisme aujourd'hui, uniquement un truc de fils de classe supérieure. Hein. C'est ça. Le mal est malheureusement là. Alors, question, comment, ce sera mon dernier point, comment, qu'est-ce que faire? C'est là où la souveraineté retrouve toute sa force. Je vous l'ai dit, il y a des formes politiques, mais il faut que vous compreniez que pour qu'une forme politique se matérialise, pour qu'une idée puisse avoir une importance, il faut, qu'elle soit dans l'œil du temps d'un point de vue technique, c'est-à-dire qu'elle soit possible, qu'elle soit souhaitable, mais surtout qu'elle puisse s'incarner dans un groupe social qui combat pour elle. Dieu sait que l'odyssée bourgeoise depuis 2 siècles, c'est ça. Hein. C'est pas pour rien que c'est devenu la classe qui a marqué tout l'Occident. Hein. Or, la souveraineté crée un type d'homme. Elle crée un type d'homme qui est capable de regarder et de prendre en main son destin. La Russie, qui a parié sur ces hommes pour revenir d'entre les morts, je vous rappelle juste 2 faits pour vous rappeler d'où ils viennent. Sous l'ère Yeltsin, les hommes russes perdent 7 ans d'espérance de vie par tête de pile. Je vous rappelle que près d'1 million de jeunes femmes russes ont été vendues dans les bordels d'Europe et du Moyen-Orient. Vous voyez, l'Apocalypse, je vous renvoie à ce livre fondamental de Jacques Sapir, qui a quasiment fait que des classiques. C'est pas sa faute. Hein, il y a des hommes comme ça. Qui s'appelle Apocalypse russe. Le chaos russe, c'est au-dessus de ce que vous pouvez imaginer. Or, ils ont fait appel aux hommes de souveraineté. Ce qu'on dit en russe, des hommes de force. Et c'est eux qui FSB, douaniers, militaires. Pour redresser l'État et pour justement réencastrer la société dans l'État pour cautériser les plaies de la modernité libérale qui a fait que la Russie a failli, parce qu'une partie de son peuple s'est effondrée psychiquement, ils ont dû refaire des Russes. Je ne dis pas qu'il faut faire la même chose, hein, ne faites pas de moi un agent du Kremlin, il y en a d'autres qui s'y font très bien. Hein, et si M. Reichstag voit cette vidéo, non, on dit n'en rajoute pas. Mais je dis juste qu'il n'y a pas que nous. Regardez l'état de la société américaine qui est à ça de la guerre civile. À ça. Nous aussi. Oui, mais attendez. Mais j'ai bien dit de la guerre civile, pas uniquement de la guerre intérieure. Ça ne va pas se jouer 2 souches contre 2 branches. Quoi qu'en pense une certaine droite radicale, qui n'est pas plus française que le reste d'ailleurs. Mais ça va pas, comme aux États-Unis, ça ne va pas se jouer WASP contre Mexicain. Ça va se jouer ceux qui veulent que l'Amérique soit un empire mondialiste à n'importe quel prix, et ceux qui disent l'Amérique c'est chez moi. Comme disait un grand auteur anglais, ça va être les somewhere contre les anywhere. Les hommes de partout contre les hommes de quelque part, ou plutôt contre les hommes de nulle part. Or, ça nous pend au nez tout droit, mais tout l'Occident. Tout l'Occident. Or, on va être très simple, ce qui est devant nous, c'est un régime cohérent, dont la source de pouvoir, vous vous rappelez, source, forme, etc.,
je boucle par là que j'ai commencé, est un techno-féodalisme dont la forme politique est une tyrannie anomique, un tyran en haut et avec une société décomposée en bas. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Il en a fait un discours de la Sorbonne il n'y a pas longtemps. Et, évidemment, avec comme forme sociale une forme dégradée du fait national qu'on appelle archipel, qu'on appelle multiculturalisme. Et ce qui compte là-dedans, c'est la religion du tyran. Dans le cas présent, la religion de substitution de l'élite française, c'est une religion individuelle du post-humain et une religion européiste du post-France. C'est-à-dire que de toutes les manières, ils vous effaceront. Point. Ça, par contre, c'est certainement l'élite occidentale qui va le plus loin dans l'effacement de son peuple, mais les autres ne sont pas tellement en reste. Qu'est-ce qui peut inverser ce phénomène? Je conclus par là, à titre collectif, enfin à titre méta. Je pense que ce sera les revers géopolitiques que l'Occident va prendre en figure. La Syrie d'abord, l'Ukraine ensuite, et ensuite ça va être le craquement social. Le craquement social, c'est la question de est-ce que vous accepterez d'être des hommes et des femmes, vous, vos enfants et d'autres, d'être des hommes et des femmes de l'après, c'est-à-dire du caractère post-politique, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que vous accepterez d'être les béquilles consuméristes d'un système technique qui fera l'avenir sans vous, tout simplement. C'est la fameuse phrase d'Attali, qui n'est pas un penseur important là-dedans, mais c'est un penseur qui se donne du genre parce qu'il vulgarise des choses faites par d'autres. Et quand il dit n'essayez pas de faire de la politique ou de vous occuper des autres, réussissez votre vie. Oui, ce qui est normal. Vous êtes du gravier sur la plage. Donc réussissez votre vie de gravier, restez à votre place. Donc, est-ce que vous accepterez cette digestion dans la matière ou pas? Ou est-ce que vous pourrez voir cette dimension politique qui a fait notre force et notre grandeur sur 25 siècles? N'oubliez jamais que le citoyen, c'est un héros tombé. C'est une part d'héroïsme qui tombe jusqu'aux hommes par l'abnégation au service des siens. C'est ça le sens premier de la citoyenneté chez les anciens. C'est ce qui est en train de disparaître, ce qui peut mettre à 25 siècles de liberté ouverte par la pensée grecque un point terminal. Une menace comme nous n'en avons certainement jamais connue depuis le second conflit mondial. Quelle forme ce craquement peut prendre? Très très difficile à dire. Les populations vont tout essayer pour s'adapter, pour ne pas avoir à se battre, pour ne pas avoir à lutter, pour ne pas avoir à résister. Vous l'avez vu pendant le Covid? Vous l'avez vu? Le problème, c'est que l'acte de trop finira par venir. La forme que cela prendra, très difficile à dire, et la forme que cette action prendra, très difficile à dire. Tout ce que je peux vous assurer, c'est qu'on n'est pas parti aux champignons.